Le métier de courtier immobilier, malheureusement, parfois, les gens qui n'ont pas encore la bonne vision vont penser que c'est un one-man show. Ils vont travailler autour d'eux autres et ne prendront pas soin de ceux qui prennent soin de leur réussite. C'est là où, pas que ton ego prenne le dessus sur toi, puis que tu sois assez capable de voir que ouvre tes yeux, tes horizons, puis tu vas avoir du monde autour de toi qui vont t'aider à grandir dans ta business. Un des bonheurs qu'on a eu, ma femme et moi, dans notre équilibre, puis dans notre aspect familial, c'est que tous les soirs, on soupait ensemble. Puis quand je m'assois à table, je dois être capable d'expliquer toutes mes décisions d'affaires à mes enfants. Parce que si ça me roule dans la gorge, c'est parce que je suis allé à travers mes valeurs et mes principes. Ça veut dire que c'est pas une bonne décision d'affaires. Demain matin, comme entrepreneur, tu n'es pas protégé de rien, tu peux tout perdre. Est-ce que tu es prête à tout perdre? Il faut savoir que c'est une question, tu sais, dans l'humilité, là. Et moi, demain matin, si je perds tout, je m'en fous, c'est où? Je vais retourner travailler au Tim Hortons. Puis je suis tellement obsessif que dans 6-7 mois, je vais en acheter un Tim Hortons. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode simplement pour vous, pour amener plus de valeur dans votre business. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un grand maître dans le courtage immobilier, Jean-Sébastien Boiteau. Jean-Sébastien est un entrepreneur de série. Il y a plus de 200 portes. Il est aussi chef propriétaire de son agence Équipe Boiteau. Également, il est l'animateur dans le ring de l'immobilier, tout un homme. J'ai vraiment hâte d'apprendre, Jean-Sébastien. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir, puis aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec toi. Merci d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, Sérou. C'est tout. Je suis très content d'être ici parce que d'être avec un master du podcast dans l'immobilier, ben, j'ai tout à apprendre aussi de M. Seroujane. Mais tu vois, comme quand je t'ai rencontré la première fois, j'étais vraiment surpris de la personne que tu es. On s'est rencontrés au All-In. C'est la première fois que je te rencontre. Puis la première chose que tu as dit, Seroujane, bravo pour ce que tu fais. Tu m'inspires. Puis là, ça m'a touché beaucoup. Mm-hmm. Là, j'ai dit, OK, ça c'est la vraie personne. Et c'est la raison pour laquelle il réussit. C'est pour ça qu'il est adoré de plein de monde autour de lui. Alors, c'est sûr que je vais l'avoir dans mon podcast. Puis il va apprendre de cette personne. Il y a beaucoup de choses que moi, il veut comprendre. Oui. Ben, en fait, c'est vrai. J'étais content de faire ta connaissance. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Ce que tu fais, Sérou, c'est très bien. Tu influences les gens en immobilier dans ce que tu fais. Tu le fais. Tu mets beaucoup d'heures, tu travailles fort, mais il y a des bonnes répercussions sur ça. De faire ta connaissance aujourd'hui ici avec toi, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Puis on va sortir gagnant les deux de ça. Absolument. Écoute, il y a tellement de choses que je vais discuter avec toi. Il y a tellement de choses que je veux personnellement apprendre. Donc, prenez une note et un stylo parce que vous allez également apprendre. Jean-Sébastien, il est un entrepreneur en série, 200 portes, président. Donc, si jamais vous voulez avoir ce genre de succès, le chemin est déjà tracé par Jean-Sébastien. On a juste à prendre le même chemin. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de comprendre c'est quoi les chemins qu'il a pris pour avoir ce succès. Mais tu sais quoi? Prendre le même chemin que Jean-Sébastien, je pense que le meilleur chemin à prendre, parce que ça n'a pas nécessairement été super facile, le chemin. Puis des fois, les gens vont regarder les gens qui ont eu une réussite. Puis la réussite, c'est pas la même pour tout le monde. Mais si c'était à recommencer, je ne ferais pas le même chemin. Puis je le ferais différemment. Puis quand j'ai des gens où je peux aider, ben je leur conseille
plus de dire passe pas dans ce chemin-là, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu vas perdre ton temps. Va plus vers ce chemin-là. Puis ça, pour moi, ben, j'ai une théorie du chemin d'une carrière. Pour moi, entre 20 et 30 ans, entoure-toi des meilleurs mentors. Choisis ton boss. Entre 30 et 45 ans, travaille fort. Continue à apprendre. Donne des heures. Mets en application ce que tu as appris. Prends des risques. Puis à 45 ans et plus, ben redonne. Redonne. Sois un mentor comme des mentors ont été quand tu as eu 20, 30, 30, 40. Puis surtout, continue à savoir qu'il faut que tu continues à apprendre. Je vais devoir réécouter cette partie-là pour prendre des notes. Alors, ça, c'est vraiment puissant ce qu'il a partagé, Jean-Sébastien. Alors, aujourd'hui, tu es rendu dans une période de vie où j'ai tu dépassé partages. 45 ans. Ça paraît pas en passant. Ouais. Donc, tu partages maintenant. Oui. Ouais, tu partages maintenant. Oui. Puis, c'est le meilleur moment de ma carrière parce que de pouvoir partager, de redonner, ben c'est quelque chose que quand tu goûtes à ça, ben c'est puissant. Est-ce que tu trouves que tu es dans ton prime en ce moment? Tu sais, dans un joueur de basket ou un joueur de NFL, ils ont toujours une année ou des années où ils sont à leur meilleur. Tu vois? Est-ce que tu sens ça en ce moment, que tu es à ton meilleur? Ou... Non. Non? Je sens que j'ai plus d'expérience. OK. Je sens que j'ai une meilleure lecture des affaires. Mais pour moi, un prime, la journée que tu dis que tu es dans ton prime, t'arrêtes de bien faire les choses. Okay. J'ai beaucoup à apprendre encore. Puis ça, c'est dans mon profil professionnel que dans ma perception que je t'ai énuméré, le point qui revient toujours, c'est de continuer à apprendre. Quelqu'un qui voit de l'extérieur, qui a vu Jean-Sébastien depuis le début, est-ce que lui, il peut dire que lui, en ce moment, il est à son meilleur? Tu sais, il y a une chose que j'ai appris avec les années, c'est d'être humble, puis de préconiser l'humilité. Parce que sans l'humilité, tes risques de te planter sont plus dangereux. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire ça? Oui, comme il y en a d'autres qui peuvent dire le contraire. Moi, je comprends. Ouais. Puis quand tu dis, tu sais, moi, quand je dis les chemins sont tracés, le succès pour moi, j'aime ça étudier les gens. Alors, j'étudie beaucoup de personnes qui ont eu du succès, autant au Québec qu'à l'extérieur, aux États-Unis, par exemple. Et ça permet de, justement, éviter certaines erreurs par leur expérience. Ça permet de prendre le bon chemin. C'est sûr que ton chemin ne va pas être parfait, même si tu prends le chemin qu'il a pris. Et quand tu dis que ton chemin n'a pas été parfait, quel genre d'obstacle que tu aurais voulu partager avec les gens aujourd'hui pour dire, you know what, prenez pas ce genre de chemin? Parce que tantôt, tu as mentionné cet aspect-là. Je suis content que tu me poses la question parce que pour moi, c'est important de le mentionner. Ouais. Si je veux redonner, faut redonner pas juste les bons coups, il faut redonner les mauvais coups justement pour éviter de le faire. Relationship is everything. Okay. Moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial. Ce que j'ai fait comme erreur, c'est que dans ma vingtaine, je pensais que sur certains aspects professionnels, je n'avais pas besoin de personne. Puis ça, c'est une des pires erreurs. Puis comme j'ai dit, entre 20 et 30 ans, ben, entoure-toi de mentors, apprends, choisis ton boss. Puis ça, ben, c'est une des erreurs que j'ai faites. Un exemple que je peux te donner avec ce que tu viens de dire, c'est en étant jeune, on veut faire plein de choses. On veut
débuter des entreprises, commencer des nouvelles aventures et tout ça, et on veut tout faire toute seule parce qu'on veut avoir le mérite, tu vois. Et ça, tu es en train de dire que c'est pas la chose, c'est pas la façon de voir les choses parce que de un, tu n'avances pas rapidement. Exact. De deux, tu fais énormément d'erreurs et il y a des choses que tu peux éviter en trouvant la personne parfaite qui va pouvoir t'aider. Est-ce que c'est ce genre d'exemple que tu... Oui. Mais moi, je vais te poser une question, si je peux me permettre, Vas-y. Sirou. Ton profil d'entrepreneur est remarquable. Puis on en parlait avant le podcast. J'aime beaucoup ce que tu fais. Tu es quelqu'un de humble puis qui est capable de regarder l'évolution qu'il a fait. Tu as fait des erreurs. Comment tu gères l'erreur? Bonne question. Je suis une personne qui ne regarde pas trop en arrière. C'est-à-dire que je regarde, j'analyse. Par contre, je ne reste pas figé sur ce que j'ai fait. Alors, j'essaie simplement de ne pas reproduire. Et je sais que, est-ce qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, est-ce que dans 5 ans, tu vas toujours être figé par l'erreur que tu as faite? La réponse est non. Alors, pourquoi tu te soucies trop de ce que tu as fait? Alors, tu sais, je suis brainé, je suis mindé pour avoir ce genre de processus quand je fais des erreurs. Et ça me permet aussi d'apprendre. Par exemple, dans le passé, j'étais avec du monde au travail, que malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, je sais comment éviter ce genre de situation. Si j'étais eux, comment je l'aurais fait? Comment j'aurais fait autrement? Donc, tout ça, mais c'est l'expérience. Donc, il y a rien qui arrive pour rien. Je pense que ce genre d'erreur, il faut que tu expérimentes. Sinon, ben, tu n'as pas de substance. Mais tu vois, puis ça fait partie de ton succès, les erreurs. Ouais. Mais les gens qui ne regardent pas et qui ne prennent pas le temps, je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas figer, mais il faut apprendre de ses erreurs. Parce Absolument. qu'une deuxième erreur qui est la même encore, ça, c'est une grave erreur. Mais quand tu es capable de bâtir autour de ton succès et tes erreurs, ben, ton processus est beaucoup plus fort et plus rapide. Absolument. Mhm. Et présentement, tu as une équipe de combien de personnes? 7 personnes? Tu On disais? est 8. 8? Ouais. Ouais. Pourquoi tu as décidé de commencer une entreprise immobilière, une agence immobilière? Ça, c'est de 1. De 2, comment tu fais pour les garder heureux? Parce que présentement, c'est le processus que je vis. J'ai autour de 8 personnes également. Et c'est un défi. Mais mon défi, je sais que je vais bien le prendre. Je veux réussir parce qu'à long terme, mes ambitions sont beaucoup plus grandes. Donc, avoir 200, 300 personnes, comme je disais, je veux compétitionner avec les grands joueurs de ce monde dans le courtage hypothécaire. Donc, je sais que c'est un petit défi que je dois surmonter, mais du moment que je le fais. Alors, je vais apprendre de quelqu'un comme toi qui réussit bien. Le leadership n'est pas une question de résultat. C'est une question de prendre soin de ceux qui sont responsables de tes résultats. Puis ça, c'est une culture d'entreprise. Le leadership n'est pas le résultat. Le leadership n'est pas une question de résultat. C'est une question de prendre soin de ceux qui sont responsables des résultats. Puis ça, pour moi, c'est aujourd'hui, dans chacune de mes entreprises, c'est la base. Ça veut dire qu'une culture d'entreprise, là, si tu performes comme tu performes, c'est pas parce que tu es tout seul dans ta progression. C'est parce que tu as une équipe qui t'entoure. Puis le succès ne vient jamais seul. Puis quand tu t'entoures de la bonne équipe, prends soin de ceux qui sont dans ton équipe, puis tes résultats vont venir. Quand tu comprends ça, tu as une longueur d'avance en tant qu'entrepreneur, puis ça s'appelle une culture d'entreprise. C'est pas facile à bâtir, c'est pas facile à garder, mais c'est la priorité. Qu'est-ce que tu fais dans un moment où un collègue, un courtier dans ton équipe te challenge, qui te challenge sur des façons de faire que tu ne respectes pas, qui sont hors de tes valeurs? Puis là, tu
a décidé, au début, tu les as pris parce qu'ils t'ont bien vendu. Tu croyais que ça aurait fité dans ta culture. Finalement, ce n'est plus le cas. Les choses qu'ils font, la manière qu'ils agissent, est vraiment, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais dans des circonstances comme ça? As-tu déjà vécu des affaires comme ça? Me faire challenger, c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui. Parce que rester dans ma zone de confort, c'est pas ce que je veux quand je me lève le matin pour aller travailler. Tu l'as dit, tout est une question de valeur et de principe. Par contre, quand je me fais challenger et justement, ça va au-delà de mes valeurs, ben, je choisis mes combats. Puis la beauté que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis pas au-dessus de mes affaires, mais il y a une chose où je suis rendu dans ma vie, c'est de pouvoir décider avec qui je veux travailler. Puis quand j'engage ou je décide de me mettre en équipe avec quelqu'un, ben ma responsabilité, c'est de mettre la ligne du carré de sable. Puis si on travaille demain matin ensemble, en partenariat ou en collaboration dans n'importe quel domaine, c'est où moi, de mon côté, je veux savoir c'est quoi ton carré de sable. Ben moi, je vais te le donner, le mien. Puis ça veut dire que si tu le dépasses, ça ne fonctionnera pas. Donc, ma responsabilité du départ, c'est de te donner mes barèmes. Puis tant aussi longtemps qu'on les respecte, on va faire des coups de circuit ensemble. C'est comme dans les relations personnelles, tu vois. Donc, il y a un livre qui s'appelle... je ne sais pas si je vais... Je sais pas si je vais bien dire le titre, mais c'est comme 100 questions à poser avant le mariage. Et c'est un livre où il y a vraiment une centaine de questions et tu partages avec ta conjointe ou ton conjoint et pour savoir c'est quoi tes lignes. Où est-ce que tu arrêtes. Et le fait de poser ces questions au départ, avant de te marier, ça te permet de gérer les attentes. Si pour toi, ça c'est non, c'est pas négociable, ben, ce n'est pas négociable. On le met dans la liste des choses que c'est impossible de négocier. Ouais. D'autres choses, si tu peux faire des compromis, c'est correct, on peut faire des compromis. Même chose, on peut voir ça. Mais c'est important, les compromis, là. Ouais. Puis tu sais, le carré de sable, c'est pas nécessairement une centaine de points. Plus tu vieillis, plus tes points, tu sais ce que tu veux, puis sont plus solides. Mais moi, mes points, c'est des questions de principe et de valeur. Le reste, là, j'ai peut-être une recette à te proposer dans l'immobilier, mais si demain, tu viens me voir puis tu challenges ma recette, je vais être super content. Je vais regarder ça puis je vais probablement te dire, sais-tu quoi? On va l'essayer. On va aller se battre ensemble sur ce projet-là ou cette idée-là. Puis après ça, on va analyser, puis on va ajuster. Mais c'est ça la beauté de l'entrepreneur. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques puis à être ouvert aux gens qui sont alentour de toi, ben tu n'es peut-être pas fait pour un entrepreneur. Puis moi, j'ai toujours dit, tantôt on parlait, tu parles de relations. Si moi, ma conjointe n'était pas là, ben jamais de la vie je pourrais être où ce que je suis professionnellement parce que c'est ma vraie partner. Elle est capable de me dire « T'es complètement dans le champ gauche. Ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. » Puis c'est ça la beauté. Elle s'appelle comment ta conjointe? Sylvia. Sylvia, yes, te remercie. Ouais. Je ne sais pas s'il te le dit, mais... Oh ouais, elle le sait. Elle le sait. On fait une bonne équipe. Puis je pense que dans chaque entrepreneur, il y a une grande dame en arrière ou l'inverse, il y a un grand homme derrière une entrepreneuse. C'est pour moi, c'est le premier conseil, c'est la recette magique. On va faire un reel tantôt où je parlais de c'est les 5 indices qui prouvent que tu sors ou tu sors avec un entrepreneur ou une entrepreneuse. Et justement, avoir une balance, c'est important. Puis des fois, en tant qu'entrepreneur, on est tellement comme dans la sauce, trop dans la sauce, c'est que des fois, on regarde pas d'autres choses, on ne regarde pas ailleurs.
puis avoir une personne qui vient balancer les choses, c'est important. L'équilibre de vie. Puis souvent, mes amis, c'est une des questions qu'ils me posent quand on parle, au lieu de parler de hockey, on parle d'affaires. Ben, ils vont me dire, comment tu fais pour avoir un équilibre de vie? Comment tu fais? Parce que pour moi, l'équilibre de vie, c'est une recette aussi importante, sinon nécessaire pour réussir. Quand j'analyse une entreprise ou le chemin que je dois faire, je vais analyser le taux horaire. Puis le taux horaire du départ versus les jours et les mois et les années qui vont suivre, il faut que ça s'améliore. Wow, OK. Ça, c'est bien ce que tu as dit ici. Ça veut dire, plus on va avancer, plus on va s'améliorer, plus je vais diminuer mes heures, mais plus mes heures vont être payantes. Donc, quand tu regardes une entreprise où tu veux investir, tu regardes tout le temps le taux horaire que tu vas devoir investir au début et dans les années suivantes. Et tu veux que ça soit le moins possible éventuellement un jour. Oui, puis il faut faire attention parce que je ne suis pas en train de dire que je veux travailler le moins possible. Il y a une chose qui est importante, c'est de t'investir dans un projet. Est-ce que le projet t'allume? Est-ce que tu te lèves le matin et tu es obsessif à vouloir goûter à l'évolution de ce projet-là? Est-ce que tu es heureux? Ça, c'est hyper, c'est essentiel. Si tu embarques dans une entreprise juste pour faire de l'argent, ça ira pas au sommet. Parlant de l'argent, ouais. Quelle est ta relation avec l'argent? L'argent, pour moi, c'est du luxe. La richesse, c'est l'éducation. OK. Qu'est-ce que je veux donner à mes enfants? Du luxe ou une éducation? Mais ça, pour moi, même mes décisions d'affaires, là, mes enfants sont rendus plus vieux. Le bonheur, un des bonheurs qu'on a eu, ma femme et moi, dans notre équilibre puis dans notre aspect familial, c'est que à chaque moment, tous les soirs, on soupait ensemble. On soupe encore ensemble, mais nos 3 enfants ne sont plus là parce qu'ils sont rendus plus vieux. Puis quand je m'assois à table, si je suis capable de dire tout, en fait, je dois être capable d'expliquer toutes mes décisions d'affaires à mes enfants parce que si ça me roule dans la gorge, c'est parce que je suis allé à travers mes valeurs et mes principes. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne décision d'affaires. OK, donc ça veut dire que chaque décision d'affaires que tu prends, tu partages avec ta famille? Ben là, en fait, chaque décision d'affaires, j'ai une réflexion à dire, est-ce que je respecte mes valeurs et mes principes dans ça? Est-ce que j'ai le spark? Est-ce que je serais capable de pouvoir expliquer cette décision-là à mes enfants puis mes enfants seraient fiers? Je comprends. Let's do it. Je comprends. Est-ce que ça a été toujours aussi facile avec la famille, ta conjointe, les enfants? Avec... C'est-à-dire, tu sais, le fait d'être un entrepreneur en série, avoir autant de business, essayer d'avoir cet équilibre. Ah non, mais c'est un défi au quotidien. C'est sûr. Ouais. Tu sais, puis là, moi, je vais t'expliquer quelque chose. En fait, je pense que pour être entrepreneur, il faut que tu l'aies dans ton ADN. Puis, je dis toujours, moi, il y a des risques à prendre. Mais comment tu réagis aux risques? Moi, j'ai été élevé dans une chambre de hockey, donc ça, on ne l'apprend pas à l'école. Mais ce que j'ai appris dans une chambre de hockey, c'est de travailler en équipe, c'est de perdre en équipe, c'est de sortir de ta zone de confort, c'est de prendre des risques, puis c'est de travailler fort. Puis, demain matin, comme entrepreneur, tu n'es pas protégé de rien, tu peux tout perdre. Est-ce que tu es prête à tout perdre?
Puis là, je vais le dire, puis faut savoir que c'est une question, tu sais, dans l'humilité, là. Mais moi, demain matin, si je perds tout, je m'en fous, Sirou. Je vais retourner travailler au Tim Hortons, puis je suis tellement obsessif que dans 6-7 mois, je vais en acheter un Tim Hortons. Mais c'est comme ça un entrepreneur pour moi. Et tu perds pas ton expérience, tes connaissances, ta façon d'être avec tes partenaires, avec les gens, tout simplement, avec les humains. Puis tout ça, c'est pour ça que quand tu es un millionnaire ou un milliardaire, tu prends sa fortune et tu l'aides dans la rue, et guess what? Il va faire 6 millions aussi rapidement qu'il a perdu. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience. C'est pour ça que je te dis, l'argent, c'est du luxe. La richesse, c'est l'éducation. Oui, vraiment bien dit. Maintenant, parlant de l'entrepreneuriat, tu as plusieurs compagnies. Je ne sais pas si j'ai mentionné au début, parce que je ne sais pas si je l'ai mentionné. Donc, tu as ton agence immobilière. Tu as plus de 200 portes et, dans l'immobilier. Tu es propriétaire d'une compagnie de finance, prêteur privé, Humania. Et dernièrement, tu développes pour commencer une entreprise dans le monde des funérailles. Donc, c'est beaucoup. Comment tu fais pour avoir un équilibre dans tout ça? Est-ce que tu as des partenaires un peu à travers toutes les entreprises? Comment tu travailles dans une journée? Ça ressemble à quoi? Comment tu décortiques un peu pour combien de temps je vais allouer pour cette entreprise? Ça se fait comment exactement? En fait, le mérite ne me revient pas, revient à l'équipe que je bâtis dans chaque entreprise. OK. Il y a des équipes dans chaque entreprise. Oui. Moi, je n'étais pas quelqu'un à l'école qui performait. J'étais TDAH. Puis, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui sont TDAH vont être de bons entrepreneurs parce que pour réussir, ces gens-là montent une organisation pour s'aider instinctivement. Puis moi, mon organisation que j'ai bâtie pour réussir comme je pouvais à l'école, ben, m'a grandement aidé à m'organiser aujourd'hui dans mon quotidien professionnellement. Puis ça, ben, c'est quelque chose que je suis conscient, puis c'est quelque chose, pour répondre à ta question, qui m'aide beaucoup dans mon quotidien professionnellement, c'est que je suis très structuré. Un peu trop avant, mais aujourd'hui, ben, ils ont décidé de faire de la médication pour les gens qui sont TDAH. Ouais. Puis c'est comme un myope qui n'a pas de lunettes puis qui décide de mettre des lunettes. Ben, quand il met ses lunettes, il voit beaucoup plus clair puis il est capable de voir alentour de lui puis de réajuster au quotidien. Dans une année, ça ressemble à quoi une année pour toi? Combien de mois que tu prends de vacances? J'essaie de comprendre, là, ouais. Ça ressemble à quoi une année avec Jean-Sébastien? Est-ce que tu pars en vacances 6 mois par année? Tu sais que tu as un condo ou une place à Miami, qui est d'ailleurs un de mes rêves. Je vais peut-être faire très bientôt. On va prendre des vacances ensemble. Oui, why not? Ouais, t'étais où exactement? À Fort Lauderdale? À Saunière. C'est où? C'est Miami Nord. C'était Miami, mais... C'est combien de temps de South Beach puis Fort Lauderdale? C'est là que toi, tu veux être à South Beach dans l'action, oui, hein? Oui. Ben, c'est peut-être, je dirais, un 10-15 minutes. Oh, c'est pas si pire. Ouais. Pourquoi tu as décidé d'aller là-bas? Ben, pour plein de raisons. Ma femme et moi voulaient avoir une place là-bas parce que dans mon ADN, l'investissement est important. Là, ma femme n'aimerait pas m'entendre dire ça parce que ce n'est pas un investissement. C'est quelque chose qu'on a fait l'acquisition parce qu'on voulait avoir une place puis c'est accessible. C'est 3 heures d'avion, tu es là. Mais dans le temps, quand j'ai acheté, le dollar était au pair. Puis pour moi, ben, quand le dollar est au pair, je pense pas qu'on va revoir ça. C'était un peu en avance dans
nos investissements, ma femme et moi. Mais des fois, quand le train passe, tu as le choix d'embarquer ou de regarder le train passer. Je me suis dit non, je ne peux pas passer à côté. Et heureusement, on a fait quelque chose de bien, mais on ne l'a pas fait comme investissement. Je vois. Ouais. Et tu passes quoi? 6 mois, tu évites l'hiver ou ça dépend. Ça dépend, tu sais, si j'ai des nouveaux projets, mais j'essaie d'en prendre le plus régulièrement possible. Mais tu sais, la question, c'est est-ce que c'est vraiment des vacances où j'arrive là-bas puis je reçois pas de téléphone puis je prends pas... Non, absolument pas. Je continue quand même à être présent. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, l'accessibilité au travail à l'extérieur est beaucoup plus facile. Donc ça, fait partie de mon quotidien, là, tu sais. As-tu des investissements à Miami, autre que celui Non. que... Non, OK. Non. Je te dirais pas que internationalement, il y a beaucoup d'investisseurs qui de plus en plus en font. Moi, ça commence à m'allumer. Je commence à étudier beaucoup le projet. J'ai des projets sur la table, mais aujourd'hui, non. Intéressant. Parlons de l'animation que tu fais, être animateur pour le ring de l'immobilier, dans le ring de l'immobilier plutôt. Ouais. Comment que tu as décidé de commencer un podcast pour l'immobilier? Ouais. Où cette inspiration est venue, en fait? J'avais été invité dans un podcast entrepreneurial. Puis le podcast qui avait été fait était fait dans un studio de production. Puis les gens de la production, après, m'ont demandé si ça pouvait m'intéresser de faire un podcast sur l'immobilier. Avec transparence, je ne savais pas à l'époque c'était quoi un podcast. Moi, les réseaux sociaux, ça fait peut-être 2 ans et demi que j'ai embarqué. Pour toi, tu es all-in? Ça, c'est de ma personnalité. Là. J'embarque ou j'embarque pas. J'essaie de le faire du mieux que je peux. Donc, on m'a proposé ça. Puis, au départ, tu sais, j'analysais, mais pour faire retour sur ce que je te disais, je trouvais que le véhicule de podcast était intéressant, rendu à mon âge, pour redonner, puis faire vitrine aux gens qui non seulement performent, mais qui commencent dans le domaine. Puis je trouvais ça intéressant. Puis sais-tu quoi, hein, Sirou? Puis tu vas pouvoir le confirmer. C'est qu'un peu comme un coach d'affaires ou de vie, autant ces gens-là sont gagnants que moi, je suis gagnant parce que j'apprends tellement quand je reçois des gens puis qui sont à l'émission qu'au bout de la ligne... Absolument. Ouais. Au départ, j'avais commencé le podcast pour apprendre des meilleurs. Puis au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas les chiffres pour m'asseoir avec les meilleurs. Alors, comment que je peux faire pour être autour de ces gens-là le plus rapidement possible? Parce que je sais que quand tu t'entoures bien, tu as des conversations avec ce monde, mais tu deviens aussi l'un d'entre eux. Exact. Alors, le podcast, ça m'a permis de m'asseoir vraiment avec les plus grands de ce monde, comme les Georges Badagy, les Patrice Ménard, aujourd'hui Jean-Sébastien. Et ça va continuer à le faire. Donc, et par la suite, je partage avec tout le monde. Donc, honnêtement, je continue à dire, ça a explosé ma business. Non seulement parce que le contact que j'ai est beaucoup plus grand, mais aussi parce que j'ai appliqué plein de choses que j'ai appris à travers les podcasts. Tellement. Puis tu le fais bien. Puis tu sais, j'aime ça pouvoir toujours grandir dans ce que je fais. Puis ton podcast, moi, j'aime ça l'écouter. J'aime ça apprendre de tout ça aussi là, en parallèle, c'est sûr et certain. Puis ça revient à dire, quand je te dis « relationship is everything », les relations d'affaires sont primordiales. Tu sais, ça part même à quand tu commences dans la vie, ta première job à 15-16 ans, pourquoi tu l'as? À 95 %, tu l'as
parce que c'est des amis de tes parents, c'est des connaissances qui vont t'engager. Mais aujourd'hui, c'est un peu la même chose, là. Ouais. Et sachant qu'il n'y avait pas... Il y avait, tu sais, j'ai commencé un peu plus tôt. Et toi, tu as commencé par la suite. J'ai commencé au début COVID. Donc, j'imagine que tu as regardé, tu as analysé, tu es un gars qui analyse beaucoup les choses. Alors, tu as vu qu'il y avait un podcast qui existait dans le courtage immobilier. Puis quand je t'en ai parlé la première fois, tu étais vraiment... tu avais les bras ouverts en me disant, Sirojane, viens dans mon podcast et on pourrait faire une collaboration. Oui, puis tu vas venir à mon podcast. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Absolument. J'ai besoin de toi dans mon podcast. Écoute, dès que tu es prêt, ça me fait plus que plaisir. Il y a des gens qui vont le voir, qui peuvent voir ça comme une compétition. OK, il y a 2 podcasts au Québec. Je vais aller compétitionner avec cette personne-là. Ou ce que tu as fait, c'est le contraire et j'ai été vraiment surpris, la personne que tu es. Tu es venu me féliciter. Mais quand tu dis que tu étais surpris, tu avais l'idée de quoi? J'avais l'idée que, comme tu vois, étant donné qu'on était 2 dans le monde, dans ce domaine, ben, peut-être que tu vas me voir comme un compétiteur, simplement. Mais tu vois, ça, c'est une des erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé dans le monde professionnel. C'est que j'étais, puis peut-être mon côté sportif, compétitif, j'étais en compétition contre tout le monde. Puis à un moment donné, tu apprends à ce que ta compétition, c'est elle qui va t'aider. C'est elle qui va t'amener à un autre niveau. Peut-être que je le voyais comme un compétiteur parce que moi, je suis extrêmement compétitif. Alors, peut-être pas... C'est mon image qui a projeté et qui a cru que... Tu es sévère avec toi-même parce que je n'ai pas senti que tu étais en compétition. Il y a une autre affaire, tu sais, ma barbe blanche va te dire qu'avec de l'expérience, tu as acquis peut-être de l'assurance. Puis quand tu as de l'assurance, ben, tu es plus ouvert d'esprit puis tu es capable de voir que ta compétition va t'aider. Quand tu commences puis que tu es un lion à 20 ans, ben, tu es prêt à attaquer, mais tu attaques trop vite. C'est là la différence. Puis tu sais, tu es courtier immobilier. Si tu étais courtier immobilier puis je suis courtier immobilier puis on va faire une évaluation sur la même maison, on est en compétition. Mais si je ne l'ai pas, c'est sûr, moi, je veux savoir pourquoi je ne l'ai pas eu. Puis je vais probablement t'appeler et te dire « Hey, Siro, félicitations. Beau mandat, tu l'as eu. Mais as-tu une passe à la palette à me faire? Pourquoi je ne l'ai pas eu? » Puis je vais être meilleur après. Parce que, sais-tu quoi? Il y a une affaire que je sais de moi, là. J'haïs plus perdre que j'aime gagner. Fait que si j'haïs perdre, là, je veux le savoir pourquoi j'ai perdu. Et il y a quelque chose à apprendre de tout ça, Jean-Sébastien, à travers notre expérience, notre histoire. Ouais. Alors, c'est-à-dire que, tu vois, comme j'avais aucun problème à partager ce que je pensais et ce que j'ai découvert en te rencontrant. Puis ça pourrait aussi être... ça pourrait interpeller beaucoup de personnes qui voient les choses autour d'eux comme une compétition, comme leur ennemi juré. Puis finalement, tu t'arrêtes parce que il y a tellement de possibilités en collaborant avec cette personne. C'est comme c'est une collaboration qu'on va faire, que tu viens à mon podcast, que je viens dans ton podcast, puis que ça va aller chercher encore plus de monde. Oui. Il y a des gens qui ont besoin de découvrir mon podcast, comme il y a des gens qui ont besoin de découvrir ton podcast parce qu'on est tellement de gens. Alors, dès que j'ai compris la personne que tu es, j'ai dit « OK, let's go ». Sais-tu quoi, Siro? Probablement que ton ennemi juré, là, ça serait ton meilleur chum dans la vie, ta meilleure amie. Si tu apprends à connaître ton ennemi juré, là, c'est parce que fort probablement qu'il a les mêmes intentions, les mêmes intentions que toi, puis qu'il te ressemble beaucoup. Et si les valeurs et les principes s'alignent, c'est juste... cette personne-là va permettre d'avancer plus rapidement. Puis, tu sais, il y a tellement de business au Québec. Tellement. Puis je pense que c'est une question de confiance, encore une fois. Puis c'est une question de communication.
C'est tout. Puis aujourd'hui, de ce que je vois dans le podcast, sur le terrain, dans le marché immobilier, la nouvelle relève qui est toi et les autres, elle est écœurante. Sérieux, là, des vieux de ce monde comme moi, quand on arrête puis qu'on apprend à regarder puis à écouter la relève, on a tellement à apprendre. Écoute, ça va tellement vite. Dans les conférences et dans la dernière conférence qu'on est allés toutes les deux, moi, je suis sorti de là, puis je me suis dit, OK, j'ai de la job à faire, là. Ouais. Wow! J'étais content de me sentir comme ça. Et tu étais l'un des invités. Tu étais ton honneur. Mais je suis pas juste allé là pour partager ce que j'avais à partager. J'étais allé là pour écouter puis comprendre, OK, on est rendu où? Puis l'angoisse positive que j'avais en sortant de là, c'est de dire, OK, on a du chemin à faire, là. C'est cool. Let's do it. On va améliorer notre taux horaire. Let's go. Yes. Et l'un de mes objectifs, je t'en parle aujourd'hui, parce que je vais mettre ça clair à tout le monde. C'est un défi que je me donne. J'aimerais ouvrir ou créer un événement comme ça, comme ce que Louis-Pierre a fait. Puis j'ai dit à Louis-Pierre, je vais faire un, mais meilleur que la tienne. Et encore mieux que le tien, juste pour le... Ça, c'est bon. C'est un bon challenge. J'aime ça. Ouais, parce qu'il a mis la barre vraiment haute avec comment il l'a fait. Puis vraiment, Louis-Pierre, il a fait ça vraiment sa coche. Donc, officiellement, tu sors de ta zone de confort présentement et tu annonces aux gens que tu vas faire une conférence. Une conférence dont tu vas participer. OK, je viens de l'apprendre. Je t'invite. Fait que moi, j'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est bon, c'est bon. Et je pense que tu vas adorer le faire. Ouais. Parce que tu es une personne qui adore partager. On va faire quelque chose de nouveau. Le concept, là, c'est tous les courtiers hypothécaires et les courtiers immobiliers dans la même salle. Écoute, go. Yes. Go, Siro, parce que, la convergence, c'est une des meilleures choses en affaires. Mais 2, comment le courtier immobilier peut se passer d'un courtier hypothécaire, c'est impensable. C'est tellement ça, puis tu vas me trouver fatigant, mais tu vas améliorer ton taux horaire. Si tu es courtier immobilier, là, travaille avec un courtier hypothécaire. Tu vas sauver du temps, tu vas apprendre, tu vas pouvoir renchérir ton produit que tu vas présenter à ton client. Parce que c'est pas vrai que tu es le meilleur pour vendre une maison, puis tu es le meilleur pour présenter et trouver les meilleures solutions financières pour ton client. Concentre-toi sur un des deux, puis fais équipe. Ce que tu proposes là est génial. J'adore ce que tu viens de me dire. Vraiment, 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 venant de toi, venant d'une personne avec autant d'expérience et soulever notre domaine, mettre l'emphase sur notre domaine, dire que le courtage hypothécaire, les courtiers immobiliers devraient travailler avec les courtiers hypothécaires, c'est vraiment important. Ça compte beaucoup. C'est essentiel. Pour moi. Parce que tu vois qu'au début, dans mon podcast, quand j'avais commencé, je voulais uniquement faire les courtiers hypothécaires parce que je voulais apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires. Mais je me suis rendu compte que il y avait peu de courtiers immobiliers qui travaillaient avec les courtiers hypothécaires dans le passé, lorsqu'on était avec l'OASIC. Pourtant, on est des courtiers, autant que vous, on a le même travail. Absolument. On a le même struggle, le même hustle, mais je voyais que les courtiers travaillaient plus directement avec les banques. Alors, je voulais mettre de l'avant notre profession et j'ai inclus les courtiers immobiliers pour montrer que, regarde, tu as vu comment on roule? Tu as vu comment on est aussi capable de réussir? Que tu dois aussi tu dois commencer à regarder aussi pour travailler avec des courtiers hypothécaires. Autant que les spécialistes, ils ont une place dans le domaine, mais étant donné que je suis un ambassadeur du courtage hypothécaire, je vais mettre de l'avant. Alors, c'est quoi tu en as parlé, là, mais c'est quoi ton perspective, ton opinion sur le courtage hypothécaire? Pourquoi, selon toi, il y a encore peu de courtiers immobiliers qui travaillent avec des courtiers hypothécaires où ils ont une mauvaise image des courtiers hypothécaires et ils travaillent avec les banques directement? Ben, avant de sauter sur ta question, bravo. Je pense que tu comprends bien la lecture de l'immobilier parce que c'est évident quand on te regarde.
que tu crois à ce système-là. Pour répondre à ta question, pourquoi c'est essentiel? Parce que, comme je l'ai dit, ben c'est une question de donner facilement un meilleur service à ton client que de travailler avec un courtier hypothécaire pour augmenter tes performances, ton taux horaire. Puis le spécialiste hypothécaire, ben, va être capable de te dire en partant c'est quoi le profil de ton vendeur pour sauver du temps, va bien le représenter. Puis plus loin que ça, tu sais, ça, moi, je trouve que c'est même pas la moitié de ce qu'un courtier hypothécaire peut faire. Mais un courtier hypothécaire qui prend soin de ton client, bien, un bon courtier hypothécaire est capable de te faire un suivi dans les mois et les années qui suivent sur ton client pour pouvoir suivre parce que qu'est-ce que tu veux comme bâtir dans ton entreprise immobilière? C'est pas juste de faire des ventes, mais c'est d'être capable d'avoir des bons suivis pour avoir des références et de répéter l'exercice avec les mêmes clients. Mais ça, c'est ton allié, le courtier hypothécaire, là. Il y a beaucoup de gens qui confondent le courtier hypothécaire pour un spécialiste hypothécaire. Je vois vraiment cette erreur non, mais c'est un bon par la point. bouche des courtiers immobiliers. Là. Permets-toi de spécifier c'est quoi. Il rencontre un spécialiste, un démarcheur de la banque, puis il va le présenter dans les vidéos en tant que courtier hypothécaire de la banque. Mais bon, non, les gars, c'est un spécialiste, un démarcheur de la banque. Donc, pourquoi selon toi, dernière question, pourquoi selon toi, encore aujourd'hui, les courtiers sont plus... ils travaillent plus avec les courtiers, avec les spécialistes? Est-ce que c'est une question de... Parce que la nouvelle génération, c'est des vrais entrepreneurs, puis ils comprennent l'aspect entrepreneurial, puis de s'entourer de la meilleure personne et des meilleurs gens pour donner le meilleur service aux clients, tout simplement. Tu sais, le marché immobilier, c'est quelque chose que tout le monde parle, même si tu n'es pas dans le domaine, puis qui évolue à une façon fulgurante. Si tu ne veux pas perdre la vague puis de rester en avant, ben il faut que tu t'entoures des meilleurs gens. Puis dans le coffre à outils d'un courtier immobilier, ben ce qui est sa première tablette. En fait, tu as répondu autrement. Ma question était plus pourquoi les courtiers immobiliers ne travaillent pas avec les courtiers hypothécaires. Okay. Mais tu as répondu pourquoi ils devraient travailler. C'est peut-être mon TDAH. Là. Mais, mais pourquoi ils ne travaillent pas? Parce que je vais peut-être être sévère, mais parce qu'ils ne travaillent pas bien. OK. Donc, les courtiers hypothécaires, il y a certains qui ne travaillent pas bien. Donc, il y a comme une image qui a été projetée. Oui, puis le métier de courtier immobilier, malheureusement, parfois, mais je dis parfois, les gens qui n'ont pas encore la bonne vision vont penser que c'est un one-man show. Puis ils vont travailler autour d'eux autres et ne prendront pas soin de ceux qui prennent soin de leur réussite, comme je disais au début. Donc, c'est là où il ne faut pas que ton ego prenne le dessus sur toi puis que tu sois assez capable de voir que ouvre tes yeux, tes horizons, puis tu vas avoir du monde autour de toi qui vont t'aider à grandir dans ta business. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, ça, et puis tu as été vraiment honnête et franc et direct. Et j'aime ça. J'aime ça. Et ça permet de voir qu'il y a une perception, une image du courtier hypothécaire. Parce qu'il y en a certains qui ont fait un bon travail. Comme il y a une image des courtiers immobiliers. Des spécialistes hypothécaires aussi. Mais tu sais, je suis là simplement pour partager, pour faire comprendre, OK, guys, on a du travail à faire, aller chercher l'expérience. Parce que tu vois, étant courtier hypothécaire, c'est comme le courtage immobilier. Il y a une vingtaine de banques. On doit connaître les solutions alternatives, on doit connaître les solutions privées, on doit connaître les produits de chacune des banques. Et il y en a une vingtaine de banques. Qui changent. Qui changent régulièrement. Qui changent régulièrement. Donc, un courtier qui débute qui débute une carrière de courtage hypothécaire, bien sûr, il pourrait faire des erreurs. Il pourrait faire des erreurs. Puis qui de mieux pour un courtier hypothécaire quand tu commences de te référer des clients, pas juste des clients, des bons clients. Oui, aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, si un courtier a cette
une mauvaise expérience, souvent c'est parce que c'est le courtier en tant que tel et non le domaine au complet. Alors, on a du travail à faire. Donc, si vous êtes courtier hypothécaire, vous écoutez le pod. Jean-Sébastien l'a dit. Je pense que on doit montrer qu'on est sa coche également. Et il y a beaucoup de courtiers hypothécaires qui sont vraiment à la hauteur de ce que les courtiers immobiliers veulent. Vraiment. J'en ai interviewé plein. Puis je pense que c'est une question de ne pas s'arrêter aux opinions et de ce que tu entends. Ben, je pense que c'est dans tout, ça. Ouais. Se fier à des opinions, ça vaut quoi? Ouais. Des fois, moi, c'est bon d'avoir une opinion. Puis de plus en plus, comme il y a des agences immobilières qui ouvrent leur division de courtage hypothécaire pour commencer une nouvelle entreprise de financement. Et ce que ça veut dire pour moi, ça veut dire que OK, les courtiers immobiliers commencent à voir la valeur d'un courtier hypothécaire. C'est quoi un courtier peut faire? Alors, quand tu dis... essaie pas de orchestrer le tout. C'est pas d'être spécialiste dans tous les domaines. Exactement, tu vois. Parce que tu vas être bon à 60% dans tous les domaines. Et de plus en plus, dans un marché actuel, on a besoin de des courtiers hypothécaires parce que les dossiers deviennent de plus en plus difficiles. Alors, quand tu réfères à une banque, ben, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais un bon courtier d'expérience, bien sûr, il va dire Jean-Sébastien, tu perds ton temps. Jean-Sébastien, ça va directement dans le privé. Jean-Sébastien, c'est alternatif tout de suite. Tu arrives à trouver une solution. Quand un spécialiste hypothécaire ne pourra pas faire ce travail parce qu'il est limité à cette banque. Exact. Ouais. Sinon, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? As-tu des nouveaux projets comme dans le courtage immobilier, dans les portes que tu as? En fait, dans 5 ans, je me vois toujours à me réaliser. Puis dans 5 ans, je me vois toujours continuer à me réaliser professionnellement. Mais je suis un gars hyper de famille. Puis je me vois surtout à continuer à avoir l'équilibre de vie que j'ai avec mes enfants puis ma femme. Ça s'explique. C'est peut-être pas la réponse que tu voulais, mais c'est exactement ça. Non, c'est parfaitement compréhensible. Alors, tu vas continuer à faire ce que tu fais et tu carbures de nouveaux projets. Absolument. Je ne me mets pas de barrière, me dire, OK, à tel âge, je suis quelqu'un qui aime les nouveaux projets. Je suis quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort puis qui veut continuer à aller dans le même sens parce que ça fait de moi comme personne une meilleure personne à chaque fois. Parlant des portes que tu as, 200 portes, c'est quand même énorme. C'est à travers combien d'immeubles, ça? On a, parce que je fais équipe, mais on a 124 portes à Dorval. Donc, un appartement, un immeuble avec 124 portes. 2 appartements, sont un à côté de l'autre. Okay. On commence à investir beaucoup à Trois-Rivières. OK. Pourquoi? Parce que dans la pandémie et avec les nouvelles réglementations, justement, l'opportunité qu'on a eue de vendre à Montréal et d'avoir des acheteurs en conséquence me portait à réfléchir, à dire parfait, c'est impossible que je vende puis que je ne sois plus acquéreur. C'est quoi mes prochaines stratégies dans les prochaines années? C'est vraiment de continuer à investir encore plus. Puis j'ai regardé ce qui se passait dans le Québec. Puis dans le centre du Québec, pour moi, c'est une opportunité d'aller investir là pour plein de raisons. Le marché change. Quand le marché change, tu as 2 choix. Tu as le choix de te retirer ou de t'ajuster au marché. Puis pour moi, quand le marché change, ça veut dire que je m'ajuste puis je saute sur les opportunités. Puis dans le centre du Québec, pour moi, avec l'équipe que j'ai, parce que faut dire aussi que mes investissements, quand je fais des investissements, contrairement à d'autres,
quand j'achète des immeubles, c'est des immeubles qui manquent beaucoup d'amour. C'est des immeubles qui ne sont pas à leur juste valeur. Donc, le défi encore, c'est de rentrer, d'optimiser. J'ai une équipe de rénovation, j'ai une équipe de gestion. Puis là, on rentre, puis là, on optimise. Le dernier investissement, juste pour te dire, c'est où il y a eu un feu dedans. Oh. Alors, c'est un building incendié. Mais pour moi, ça, c'est un beau défi. OK. Tu vois ça comme un défi. Okay. Ouais. Et souvent, tu sais, dans les immeubles qui demandent beaucoup d'amour, c'est ceux qui ont énormément de potentiel, right? Oui. Puis donc, c'est ça. J'ai Dorval, un 61-63. J'ai Ville-Mont-Royal, un 58. Puis à Trois-Rivières. Donc là, on continue à regarder puis peut-être vendre. L'importance de consommer le produit que tu vends. En tant que courtier immobilier, on prône l'investissement immobilier. Alors, ça ne fait pas de sens, surtout si ça fait 5-10 ans que tu es dans le domaine et tu n'as pas acheté un immeuble encore. Alors, ça, c'est... Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, par exemple, un courtier immobilier qui prône l'investissement immobilier, ouais. qui demande à tout le monde d'investir dans l'immobilier. Right? Mais ça fait 5 ans qu'il est dans le domaine. Puis il n'a pas investi. Il n'a pas investi. C'est une bonne question. Puis la question, en fait, c'est de savoir qu'est-ce que je pense de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis... Ben, en fait, c'est pas à moi à juger. Je veux dire, il y a des gens pour qui l'investissement immobilier ne reflète pas leurs besoins ou ne sont pas encore rendus là dans leur vie financièrement. Mais encore là, même si tu n'es pas rendu là financièrement, moi, je vais te challenger en te disant sois créatif dans tes investissements immobiliers parce que financièrement, tu es toujours rendu à être investisseur. Puis un courtier qui vend le produit mais qui ne le fait pas, ben c'est un peu aller contre ses principes. Ouais. Si moi, je te vends quelque chose parce que j'y crois. Si j'y crois, c'est parce que j'ai 2 pieds dedans. Puis pour être créatif, il faut appeler Cyrogène. Puis il va trouver des solutions. Là, mais c'est sûr, ça. Ça, c'est pas une question que tu me poses là, j'espère. non, pas du tout. Alors, c'est important de vendre. Tu sais, quelqu'un qui vend un aspirateur, ben, tu ne l'as pas acheté pour toi, mais tu le vends comme c'était le shit. Il y a un problème. Là, hein? Surtout si ta maison est faite de tapis. Alors, je pense que toi, tu essaies de jouer fair un peu avec tes collègues, mais la réalité, c'est guys. Oui, puis je vais faire un parallèle avec ce que tu dis. C'est que dans mes transactions immobilières d'investissement, je prends toujours le courtier immobilier commercial qui est le champion dans son domaine. Donc, paradoxalement, quelqu'un va me dire « Mais comment se fait? Toi, tu es investisseur, tu es dans l'immobilier. » Oui, mais je ne suis pas le meilleur pour connaître le marché de où est-ce que je m'en vais, puis dans le commercial. Moi, je suis un acquéreur, mais je ne suis pas un courtier immobilier commercial. Donc, c'est pour ça que le domaine du courtage immobilier, j'y crois, parce que je le fais moi-même. Je me fais représenter par un courtier commercial. Puis ça te permet aussi d'avoir des belles histoires pour tes clients, des gens qui sont investisseurs aussi, même niveau où ils sont 2-3 échelons plus bas, mais ça te permet aussi de partager. En tant que courtier immobilier, notre défi, notre travail, c'est d'éviter que le client fait des erreurs. Exactement. Et en achetant des immeubles, en investissant toi aussi, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure façon pour toi de partager. Oui, puis oui, ça fait des belles histoires, ça fait des moins belles parfois, ça fait partie de la game, mais j'y crois. Puis je sais que en affaires aussi, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Puis pour moi, ben de prendre un courtier immobilier, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça va me rapporter. Absolument. Dis-moi, on a fait quand même pas mal le tour. Maintenant, j'ai toujours des questions que je pose à tout le monde sur un peu ta personne. Qu'est-ce que tu aimes
Alors, une des choses que j'aime, c'est la lecture, les livres. Alors, y a-t-il un livre qui t'a vraiment marqué, que tu recommandes à tout le monde? J'ai un livre qui a changé pas mal et qui m'a donné beaucoup de motivation. C'est La force du focus. Je suis quelqu'un qui écoute pas mal de podcasts, plus que je lis présentement, là. Je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément de livres. On va attendre souvent, puis au contraire, je suggère aux gens d'en lire le plus possible. Un peu le cordonnier mal chaussé. Mais je suis pas mal axé sur les podcasts. C'est quoi ton podcast, là, ton go-to? Puis, tu sais, on en parlait tantôt. C'est. Je suis quelqu'un qui est capable de sortir mentalement de la business. Puis pour le faire, ben j'ai des points de repère. J'aime beaucoup le podcast avec LeBron James de Shop. Ah ouais? Ouais, LeBron James. ouais, ça, c'est... Moi, je suis un grand fan de LeBron James. Ah ouais, ça, c'est quelque chose qui m'allume parce que tu sais, t'as plusieurs aspects d'un athlète et d'un artiste qui sort de là, puis il y a beaucoup de leçons qui sont bonnes. Ouais. Vraiment, vraiment, j'adore LeBron James. Sinon, une citation qui te parle beaucoup. Il y a une citation que j'ai entendue qui m'a beaucoup allumé. Ça dit, si tu as peur et que tu ne fais pas tout le travail qu'il faut pour réussir, attends d'avoir le reçu du regret. Ça fait beaucoup plus mal. Ça te fait réfléchir à dire, « pas de regret. Vas-y, fonce, puis travaille. » Et dernière question. Si tu devais rencontrer le jeune Jean-Sébastien et tu devais donner un conseil ou deux. C'est bon. T'as combien de temps? Hein? On peut faire autant que tu veux. Donc, ça serait quoi comme les conseils? Tu en as plusieurs, j'imagine? Ben, je pense que je suis assez transparent. Puis je te l'ai partagé. Il y a beaucoup de choses que je dirais. Puis je dirais, regarde autour de toi. Puis si je parle quand il y a la vingtaine, je dirais, tu connais pas tout. Arrête-toi, puis comprends que tu as plein de choses à apprendre pour avancer, oui, plus vite, mais avancer mieux. Ça, c'est une des choses professionnellement que je dirais à Jean-Sébastien. Parfait. Yes, on a quand même fait le tour. Je ne sais pas si on a manqué quelque chose. Non, moi, non, pour vrai. C'est un bonheur d'être avec toi, Sirou, puis à mon tour, je vais te cuisiner quand tu vas venir. J'ai très hâte, puis ça a permis, j'espère que ça a permis aux gens de comprendre qui tu es comme personne, puis le développement que tu as eu à travers toute ta carrière. Et puis moi, pour être honnête avec toi, j'ai beaucoup appris. Et il y a des choses que j'ai pensé à réfléchir pour ma business. Alors, des fois, il y a des choses que c'est pas des conseils directs, mais ça me permet de réfléchir. Et j'espère que ça vous permet de réfléchir également. Yes, ça a été vraiment Merci un plaisir beaucoup. de t'avoir. Merci, Sirou, de l'invitation. Puis un bonheur d'être assis avec toi yes, ce matin. Sir. Puis on va se voir dans un autre épisode. Et il a dit, on va se retrouver dans le podcast, dans le ring de l'immobilier bientôt. Et moi, je rajoute qu'il a dit qu'il y a une grosse convention qui s'en vient, que Sirou va... Yes. Ça s'en vient très bientôt. J'organise déjà. Donc, good. Let's go. Yes, sir. Boom. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.